s'installe tranquillement. On est ici pour la prochaine heure pour parler du financement du réseau de la santé. On a trois panélistes de haut niveau. Je les présente brièvement. Alain Dubuc, économiste, journaliste d'expérience, éditorialiste de la Presse et du Soleil. Et M. Dubuc a écrit de nombreux articles sur le réseau de la santé, maintenant professeur associé au niveau des HEC. Monique Jérôme Forget, ex-ministre des Finances, ex-présidente du Conseil du Trésor, toujours très active et, dans ses premières heures, directrice d'un CLSC. Emilio Imbriglio, ex-président, chef de la direction de Raymond Chabot de Grant Thornton, responsable du financement de grands projets en infrastructure au niveau de la santé, dont le projet du CHUM, et président du CA de Santa Cabrini pendant une quinzaine d'années. Et finalement, moi-même, Pierre Fortin, associé responsable de la pratique de transformation des affaires chez Raymond Chabot Grant Thornton. On rentre dans le vif du sujet? Go. Donc, budget de la santé, 40 du budget de la province, une croissance de 5 au cours des 10 dernières années, une croissance annuelle évidemment, 60 milliards de budget, un point névralgique de son évolution. Je commencerai avec vous, Mme Forget. Je peux y aller avec Alain Monique, ça c'est... Monique, hein? Oui. C'est ça qu'on s'avait dit, mais là, je me gardais une petite gêne encore. Cela dit, comment percevez-vous l'évolution future du budget avec cette évolution qu'on a vue au cours des 10 dernières années? On entend qu'on est à un point proche du point de rupture, si je pourrais m'exprimer ainsi. Pierre, c'est clair qu'il y a un problème qui s'oppose là, parce que, comme je disais, moi, même quand j'étais là, le Québec va devenir un gros hôpital. Okay? On va dépenser tout notre argent en santé si ça continue. Alors, il faut revoir les façons de faire parce que l'augmentation depuis les derniers 10 ans est de 60 % à peu près là. Okay? Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'argent en santé. Bon, écoute, la santé, je dis toujours, moi, que presque c'est un bien de luxe. Vous allez me pardonner parce que les pays pauvres n'ont pas des régimes de santé. Donc, on dépense beaucoup d'argent pour la santé. Je trouve ça tout à fait, dans le fond, acceptable. C'est quelque chose, c'est un choix que l'on fait comme société. Mais encore faut-il qu'on en ait pour notre argent. Et donc, si j'étais ministre responsable, si j'étais président du Conseil de Trésor, je m'inquiéterais parce que si ça continue à augmenter comme ça, on a trois choix. Le choix, c'est d'augmenter les impôts. On sait que les Québécois trouvent qu'ils sont déjà très taxés. Ou je vais piger dans d'autres ministères. Je m'en vais à l'éducation, je leur enlève de l'argent, ou je l'enlève aux routes. Vous allez être d'accord avec moi qu'on ne veut pas l'enlever aux routes. Avec les trous qu'on a là, faut que l'argent aille là également. Ou, dans le fond, on fait entrer le privé, puis quelques personnes bien nanties peuvent se payer des services additionnels. Alors, moi, je pense que ce qu'on veut, c'est de garder un régime essentiellement public. On est fiers de ça. Ça fait partie de notre ADN. Mais il va falloir qu'on regarde la façon de faire de notre service de santé. Et je suis très contente de voir première ligne, hein, une priorité, enfin, parce que moi, comme tu as mentionné, Pierre, dans ma première vie, j'ai dirigé un CLSC. Et bien, voilà, ça fait tout ce temps-là. Puis j'ai appris hier qu'il y avait une présentation justement sur les CLSC qui allait encore jouer un rôle déterminant dans la santé. Alors, je pense là qu'il faut qu'on sorte de la façon de faire. Je suis contente, on va en parler plus tard de la capitation, mais le ministre a abordé ce sujet-là et finalement, ça va se passer et c'est un geste dans la bonne direction. Je ne vais pas parler plus longtemps, là, il va falloir que tu me dises qu'arrêter de parler, parce que moi, je peux parler longtemps. Je suis une ancienne politicienne, alors on apprend à parler en politique. Donc, si je comprends bien votre propos, oui, c'est le fun d'avoir plus de financement, mais il va falloir être plus performants ensemble pour justement amener le budget de la santé ou le financement de la santé à être en contrôle. D'ailleurs, en préparation de la rencontre, on parlait du financement fédéral, puis on disait, bien, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement, puis on disait,
on ne va pas là parce que la solution, elle ne passe pas par là. Oui, ça sera le fun. Puis là, je vois Alain qui Oui, se part dans la vie de commenter brièvement. mais ça change pas le fond du problème. Ça serait bien pour le ministère des Finances du Québec, mais c'est juste qu'on va aller prendre l'argent là plutôt que de le prendre chez nous. Mais l'explosion des dépenses reste la même. C'est juste que c'est pas la même sacoche pour prendre. Et là, on est dans une impasse. C'est-à-dire que le taux de croissance des dépenses de la santé est supérieur au taux de croissance des autres vocations de l'État. Ce taux de croissance est supérieur à celui de l'économie. C'est que ça nous mène effectivement à une impasse. L'idée, c'est toujours de dire il y a moyen de faire plus avec les ressources. Et la pire affaire, c'est la logique des coupures. Le réflexe premier, c'est celui des coupures. Et le symbole le plus décourageant que j'ai vu, c'est les Kleenex qui sont disparus dans des cas d'oncologie. C'est qu'il faut éviter ce genre de choses-là. Mais bien sûr, il y a la recherche de la performance, mais sans doute, ça ne suffira pas et c'est long. Et donc, maintenant, il va falloir faire les choses tout à fait différemment. C'est ça, cette place qui est difficile à explorer. Ou encore prendre de l'argent ailleurs, mais ça revient au même, c'est-à-dire que c'est plus d'argent consacré à la santé. Et j'ai un chiffre qui est un peu mécanique, puis je dois faire attention avec ça, c'est les dépenses de santé par rapport au PIB. C'est une mesure, et je m'en sers parce que ça nous permet, pas comme en faire une prescription, mais pour nous donner une idée de ce qui se fait ailleurs. Et quand on fait ces calculs-là, le Québec, si c'était un pays, serait le deuxième pays de l'OCDE, de tous les pays industrialisés, en termes de dépenses de santé, 13,8 de notre PIB. Il y a juste les Américains qui nous dépassent. Le Québec dépasse l'Allemagne, la France, tout le monde. Et l'idée, ce n'est pas de faire, mettons, comme, par exemple, François Legault, pour avoir tendance à dire, ben tiens, voilà, c'est une règle de 3, on va passer de 13,8 à 11,5 puis on va chercher de l'argent. Ça serait mécanique et ça serait un peu bête. Mais ça nous dit quelque chose. C'est juste ça c'est qu'il y a des pays qui consacrent moins de leurs ressources collectives à la santé et qui arrivent à des résultats égaux ou supérieurs aux nôtres. Juste ça. Et là, donc, je ne le fais pas sur le mode tout va mal, mais de dire que ça ouvre la porte à l'idée qu'il est possible de bien faire sans être victime de l'explosion comme on l'est en ce moment. C'est juste ce bout-là, puis à ce moment-là, ça pousse à autre chose. C'est qu'est-ce que ces pays font de mieux que nous ou de différemment de nous pour arriver à ce type de résultat. Ce n'est pas simple parce qu'on est des sociétés différentes, les dynamiques historiques ne sont pas les mêmes, mais ça nous rappelle le fait qu'il est possible de se sortir de l'espèce de machine qu'on a l'impression de ne pas être capable de contrôler. Donc, si je vous suis bien, on évite les coupures paramétriques et on gère avec les argents que nous avons. Donc, on doit transformer le réseau dans ses façons de faire. Oui, dans sa gouvernance. On le fait dans la dernière année beaucoup, mais dans ses façons de faire. Je fais un petit commentaire de Monique et ensuite je vous amène vers qu'on oublie. C'est qu'en 1970, il y avait entre 8 et 9 personnes qui travaillaient par retraité. Aujourd'hui, on est rendu à 2,3 personnes qui travaillent par retraité. C'est donc dire que l'effort sur chacun d'entre nous qui travaillons, ou les jeunes là, qui travaillaient, là, de toutes plus jeunes que moi dans la salle, là, ah ben, les gens, c'est eux qui doivent assumer ce coût-là et c'est énorme. D'où l'impossibilité d'augmenter les impôts parce que le pool de monde n'est plus le même. Et on va atteindre le point de bascule. De mémoire, c'est en 27 où les 25-64 ans vont commencer à diminuer au niveau de notre population. Donc, c'est un réel défi que l'on a devant nous. J'ajouterais au mot transformation, Pierre, transformation majeure, parce qu'on est dans un contexte particulièrement incertain pour toutes sortes de raisons, vous en connaissez plusieurs, dont le comportement de nos voisins du Sud. Et on a reçu une note, c'est rare, mais des tierces parties des agences de notation regardent l'administration des budgets actuels du Québec et ont décidé de dégrader notre cote. Donc, nos obligations vont coûter plus cher. Ça nous met dans une position où il faut vraiment en faire plus avec ce qu'on a. Puis si on a encore des ambitions, il faut le faire avec les moyens qu'on a. Ça passe par le faire de façon très différente. Ça m'amènerait à poursuivre avec vous, Emilio.
Vous êtes un spécialiste des infrastructures. Maisonneuve-Rosemont, Arthabasca, je pourrais suivre là, pendant quelques temps. Puis tous les agrandissements, les maisons des aînés. Comment on va faire face aux défis de financement des infrastructures? C'est quoi les pistes, les marges de manœuvre qu'on peut se donner en matière sur notre service de dette notamment? Bien, j'ai à ma gauche une ancienne cliente, une parmi plusieurs ministres avec qui j'ai travaillé. Et on a eu, à un certain moment donné, l'audace de regarder des modèles de financement alternatifs. Ces modèles de financement alternatifs-là peuvent aller loin, beaucoup plus loin que là où on les a amenés à ce moment-là. Puis, tu as mentionné, à titre d'exemple de Maisonneuve-Rosemont, mais imaginons de Maisonneuve-Rosemont dans l'état où il est, si on n'avait pas eu le CHUM, le CUSUM et plusieurs autres hôpitaux comme le pavillon K du Jewish, ça serait encore bien pire, là. Au moins, on a des établissements extraordinaires qui sont quand même modernes et dans un stade où ils ont encore 35-40 ans de vie facilement. Je vais en amener un. Quand on parle de transformation majeure, on parle souvent de technologie. Un hôpital, c'est rendu une boîte à technologie. Je veux dire, c'est de l'imagerie, c'est toutes sortes de technologies informatiques et autres. Ces parcs de technologie-là ont des attributs. Parmi les attributs, c'est la désuétude. Elle est beaucoup plus rapide qu'un immeuble. Un immeuble va rester encore utile pendant 40 ans, mais un système d'imagerie, il va en avoir des plus rapides très, très rapidement, puis il va être encore bon peut-être pendant 10 ans, mais à un moment donné, il faut prendre les appareils qui sont plus rapides. Il y a des modes de financement qui ont été utilisés dans plusieurs autres pays, à titre d'exemple, le Royaume-Uni. Puis là, je ne veux pas critiquer les autres parce qu'il n'y a pas de système parfait, mais au moins, comme l'a fait Alain, on parle de systèmes qui ont une volonté d'avoir des soins universels. Ça veut dire que certains payent, mais par contre, les services sont disponibles à tout le monde au même prix. Le prix, c'est dans le prix qui a été payé, mais pas directement par le contribuable. Et le modèle, à titre d'exemple, de Managed Equipment Services, c'est d'aller au marché, puis aller chercher les Toshiba, les General, les GE, etc., pour qu'ils soumissionnent, non pas sur un équipement, 2 équipements, mais un ensemble d'équipements, et qui prennent en charge leurs opérations, la formation des gens et la désuétude, pour pouvoir, sur une période de 15 ans, par exemple, prévoir des changements après 7 ans. Et on ne les a pas encore essayés, ces modèles-là, mais je pense... Toute l'approche de coût complet. Oui. Whole life, c'est ça, coût de vie complet. Je pense qu'il faudrait oser faire une expérience sur un établissement, aller au marché avec cette approche-là. On va avoir beaucoup de ces entreprises-là qui vont réagir très favorablement à mettre des soumissions. Puis si la tension concurrentielle est solide, on va être capable d'avoir des prix qui sont vraiment très bons. Excellent. Commentaire? Surtout dans l'optique où on parle de technologie pour le futur, d'intelligence artificielle, puis on parle de fiasco dans nos projets. Là. On ne se cachera pas. Là. On parle de dépenser mieux. Là. Donc, ce risque-là et cet appétit-là à l'investissement, on y va se traduire comment pour les prochaines années? Est-ce que quelqu'un, allez-y. Moi, évidemment, je sais que je n'ai pas beaucoup d'appui dans cette salle, là. Mais moi, quand j'étais ministre, je savais une chose, que l'entretien de notre patrimoine, ça ne fait pas partie de l'ADN des ministres. Les ministres, ils aiment couper des rubans, aller annoncer quelque chose de nouveau, mais entretenir le patrimoine, ça ne fait pas. Alors moi, évidemment, avec la formule qu'on a utilisée pour le CHUM et le CUSUM, l'entretien est fait pour 40 ans. Donc, ça va être tenu comme ça devait être neuf, d'accord? Il faut le mettre comme s'il était neuf pendant 40 ans. Alors moi, j'estime qu'il faut absolument qu'on ait ça dans la tête. Il faut entretenir ce que nous avons. C'est fondamental, fondamental. Mais ce n'est pas propre au système de santé, comme vous disiez. C'est le secteur public. C'est les égouts de Montréal, c'est les lignes de transmission d'Hydro-Québec.
c'est la désuétude Et donc, il y a des changements de philosophie profonds. Puis la question, c'est est-ce que le système de santé, qui est déjà très lourd, est capable d'être innovant dans un domaine où l'appareil public lui-même a du mal à bouger. Mais c'est que ce qui me fascine, parce qu'on parle de technologie, c'est que les organisations privées, parce qu'il y a d'autres types de mesures, d'autres types d'obligations, y arrivent. Les révolutions technologiques dans beaucoup de domaines ont été profondes et puis se sont gérées avec même à petite échelle, la presse. La presse, C'est un beau modèle. On vendait du papier et puis on n'a plus de papier, on n'a plus de journal. On a un truc qui est une tablette ou même l'ordinateur, n'importe quoi, c'est des électrons et que ça s'est fait. Et sans tomber dans la faillite. Que je suis certain, avec les avantages tellement évidents de la technologie en santé, qu'il pourrait avoir une culture d'enthousiasme par rapport au changement technologique. Mais là, on a la SAQ qui nous rappelle que c'est très difficile dans le secteur public, mais c'est des choses possibles. Beaucoup de pays européens sont rendus à des années et des années d'avance sur le Québec à ce chapitre-là. C'est que je le dis comme ça pour dire que mettre un peu d'éléments d'optimisme dans notre réflexion. Il faut être optimiste. Mais écoute, au niveau de la technologie, là, il est clair qu'avant longtemps, on va devenir presque propriétaire de sa santé parce qu'on va voir non seulement les indicateurs de notre santé, mais ça va nous donner la recette à suivre, d'accord? Alors, c'est clair là, qu'on se dirige dans une autre façon et qui va libérer du temps pour les médecins, du temps pour plein de monde. Et c'est ça qu'il faut regarder à l'avenir, c'est comment libérer ces gens-là, parce que c'est pas vrai là, que les médecins, c'est des paresseux, OK? Moi, j'en ai pas connu un, puis je suis très vieille, OK? Alors, c'est pas vrai que les médecins, ce sont des paresseux. Ce sont des gens qui travaillent de longues heures. Les chirurgiens sont là à 7 heures le matin, puis ils sortent à 7 heures le soir. Les médecins sont dans les CLSC, etc. Ils voient des patients, etc. C'est pas vrai que les gens... Mais il va falloir, justement, pour revenir à la technologie, mais là, peut-être, je ne sais pas si c'est le temps d'en parler, là, Pierre, mais par exemple, les infirmières praticiennes. OK? Au Québec, là, on est encore à l'âge de pierre. Je m'excuse, là, on en a 8 par 100 000. Nos voisins en Ontario, là, ils en ont 28 par 100 000. OK? Moi, dans mon temps, OK, directrice d'un CLSC, métro, j'avais des infirmières techniciennes et la première personne que l'on voyait quand on venait au CLSC, c'était l'infirmière. Ce n'était pas le docteur, c'était l'infirmière. Alors, je pense qu'il faut qu'on voit nos façons de faire de façon différente, être plus souple et donner aux gens, aux médecins de médecine générale première ligne, ce qui va avec la première ligne, dont des infirmières. Mais je vais vous amener sur un point où vous avez dit on doit désengorger le médecin. Puis la meilleure façon de financer, c'est de diminuer la demande. Donc, comment... Et là, on est dans une époque où on parle beaucoup de la responsabilité communautaire, faire de la prévention, la responsabilité des municipalités dans la prévention. Ça m'amène la question, comment on peut bonifier en amont et développer cette culture de prévention-là? Là, j'irai peut-être vers Alain. Une question, c'est que la première ligne, à cause des difficultés actuelles, d'habitude, on la voit au GMF versus l'urgence. Puis la première ligne, elle commence avant. Et il y a quelque chose de fascinant. Moi, là, c'est l'économiste qui parle. C'est la tendance de notre système de santé est aller naturellement vers les solutions plus coûteuses et de privilégier les solutions lourdes. Il y a des multiples exemples. Le premier, c'est tout ce qui est prévention et la santé publique, qui sont les interventions les moins coûteuses et qui se font en amont et qui évitent des coûts en aval. Et à quel point on a eu tendance, et sur le plan structurel, et sur le plan, parce qu'avec la façon dont les CLSC ont évolué, et sur le plan du financement, négliger ça. Moi, je l'ai regardé de près dans le cas des soins à domicile, qui sont souvent en amont des besoins hospitaliers ou médicaux qui vont survenir dans la vie d'une personne, qui ont été monstrueusement négligés au Québec.
Donc, on a toujours cette tendance à aller vers l'institutionnel, vers le fonctionnel, et tout le temps. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui auraient pu être évitées et qui devraient encore être évitées si on avait une vision. Puis là, c'est probablement le problème des politiciens, mais aussi des institutions elles-mêmes, d'aller vers ce qui est tangible, ce qui est associé au béton et à la brique, et ce qui est associé aux administrations publiques. C'est que déjà, il y aurait un petit quelque chose à faire là, mais c'est un changement de philosophie, peut-être qui va s'amorcer un peu plus, mais ça nous aiderait énormément. Puis c'est ce que les pays, quand on regarde ceux où ça fonctionne mieux, c'est très souvent justement parce que l'emphase a été mise là-dessus, plutôt que sur ce qu'on fait après, quand on voit qu'on a perdu le contrôle, bien là, c'est les GMF qui sont surchargés, puis les urgences qui y sont. On peut également penser, Pierre, par exemple, moi je parle toujours à l'occasion de mon patelin où je passe des week-ends à Saint-Donat-de-Montcalm dans les Laurentides. Et alors là, il y a un lien très proche entre le groupe de médecine familiale, qui fait partie du CLSC notamment, et la municipalité. Le logement, les personnes âgées qui, dans le fond, veulent rester chez elles. Il y a des formules qu'on peut utiliser. Dans l'ancien temps, mon CLSC, au centre-ville, j'avais identifié les personnes âgées qui vivaient chez elles et on les a mis en contact avec des étudiants de Concordia et de McGill pour aller faire un échange de services. Alors, c'était la tarte versus enlever la neige, c'était un repas versus autre chose, mais il y a des choses possibles dans l'environnement d'un CLSC, l'environnement dans une communauté, et je pense que les maires doivent s'impliquer dans la démarche au niveau des CLSC. Moi, en tous les cas, les petites communautés, je parlerai des petites communautés. Montréal, je ne sais pas comment ça pourrait s'appliquer, mais au niveau des petites communautés, il y a là une source incroyable de talent, disponible, pas cher, qui est prête à aider, qui est prête à s'impliquer. Commentaire là-dessus, Emilio? Bien, je pense que ce dont on parle, il y a des éléments qui sont centralisés, il y a des éléments décentralisés, comme les CLSC, très décentralisés. Le mode de gestion, les droits de gestion, la définition des rôles, des responsabilités, qui sont transfonctionnels, et on parle de personnes très, très, très intelligentes, où on veut avoir plus de réciprocité, plus de collaboration. Ça requiert une revue en fonte des modes de direction si on veut arriver à faire ça. Puis je crois qu'il y a une volonté de le faire. Ça va prendre un peu de temps. Je dis un peu parce qu'on n'a pas le luxe de... J'ai lu quelque chose, 5 à 7 ans pour mettre en place. Il n'y a plus rien qui se fait en 5 à 7 ans. Tout se fait en 2 à 3 ans. Plus loin que ça, les changements technologiques sont trop rapides pour pouvoir nous permettre de mettre en place des choses sur 7 ans. Et on n'a pas le luxe de pouvoir le faire. Donc, moi, je crois beaucoup aux personnes qui sont fortes en opération, qui sont aux bonnes places, à mettre... on parle de pouvoir, des pouvoirs sur papier, parce qu'on s'entend que ça se passe par influence. Il faut convaincre des personnes intelligentes, il faut les écouter, il faut les amener. Et d'après moi, je suis très optimiste d'être capable de faire ça, mais de le faire dans des délais très, très courts. 2 ans, 3 ans. Ça ne se fait pas en criant en ciseaux, évidemment. Mais je comprends bien, surtout à votre commentaire, Alain, qu'on doit aussi regarder la solution du financement de la santé, pas seulement juste avec le budget de la santé, mais dans une approche transversale où on dit on prend en charge dès le jeune âge. On va rentrer dans le ministère de l'Éducation, la municipalité, et ainsi de suite, pour nous permettre justement de créer des personnes soucieuses de leur santé pour éviter qu'on rentre trop vite dans le GMF. C'est vrai, mais aussi, il y a quelque chose. J'ai assisté à la conférence de Fadi Dayed ce matin ici, et qui parlait des problèmes liés à la santé auxquels les policiers sont confrontés. Puis là, je m'assoyais, puis je me dis, c'est quoi? Où commence la santé, puis où arrête la police? Oui. On a ça dans le soin à domicile. Qu'est-ce qui est de la santé, puis qu'est-ce qui est simplement la gestion des conditions de vie? Et il y a beaucoup de zones grises dans ce qu'on appelle la santé, puis on a un mal terrible
à gérer les zones grises. C'est le fun quand c'est un docteur puis un acte. Ça, c'est simple. Une infirmière, une seringue, c'est simple. Mais dans tout le reste, comment on regarde ça? Puis là, c'est que, puis on a une pensée rigide par rapport, on a un système de santé qui est défini de façon close. C'est surtout avec la loi canadienne de la santé qui insiste sur deux choses, les soins hospitaliers et les soins médicaux et jusqu'à un certain point, d'autres types de services. Et moi, je veux venir à ça, c'est que un des problèmes que nous avons au Québec et au Canada, c'est la rigidité de notre système qui nous empêche de réfléchir en dehors de la boîte. Et que dans une situation difficile comme celle auquel on est confronté, il faut tout regarder. Il n'y a pas une solution, il y a une palette de solutions. Et cette rigidité-là, je vais donner un exemple, c'est qu'il n'y a aucun système de santé européen qui serait légal si on leur appliquait la loi canadienne de la santé. Ils sont tous en infraction par rapport à nos normes. C'est que là, on a deux choix. On se dit, bien, vraiment, c'est des pays en perdition, ce que le résultat ne permet pas de conclure, ou on est les seuls à marcher au pas. Et cet attachement-là qu'on a à ce système-là, et là, je ne parle pas du principe. Le principe, c'est qu'aucun citoyen ne va être privé de soins en raison des contraintes de sa vie personnelle, notamment financière. Ça, c'est le principe de base, et on a décidé de le faire à travers un système public. Ça, c'est la base. Mais notre interprétation, on est les seuls à la faire. Et j'avais dit ça à l'ancien ministre de la Santé fédérale, Alan Rock. J'ai dit, ça n'existe pas ailleurs. Il m'avait répondu, non, à Cuba. Ce n'est pas une blague. À Cuba, ils ont un système à peu près comme le nôtre, sur le plan des principes. Et donc, comment on sort de ça? Puis je sais, puis là, ça touche à notre pas l'universalité, notre définition mécanique de l'universalité, notre définition mécanique de la gratuité. Et comment on joue avec ça? Mais on est piégé parce que ce sont des sujets qu'on a du mal à aborder. Puis je pense que c'est ça. Il faut falloir aller vers ça. Pas de dire il faut du privé en santé. Il faut de dire qu'il faut sortir de cette boîte-là et se dire non pas est-ce que nos réformes qu'on devra faire doivent être faites en fonction du respect des valeurs qu'on a décidé de mettre ou en fonction des besoins réels des gens que l'on doit servir. Et si on le voit comme ça, on peut arriver à jouer sur des choses. Puis il y a une seule chose que je veux dire pour le privé dans tout ça, c'est la diversité des approches. C'est l'émulation. C'est la saine concurrence dans des institutions va permettre le dépassement et va permettre l'innovation. Et c'est ce genre de réflexion-là que j'aimerais qu'on puisse aborder sereinement, parce que ça a toujours été un débat de chien de faïence, mais et toujours en fonction de quels sont les besoins réels des populations qu'on veut desservir. On l'aborde souvent sur le principe de la loi, puis vous l'avez abordé, mais moins souvent sur le principe du parcours de l'usager d'un bout à l'autre, de son élément. Là. C'est ce que j'en comprends. Ça nous amène à la première ligne en santé, qui est un gros volet, l'accès aux services, vous avez écrit à maintes occasions sur le virage vers les soins à domicile. Comment on peut évoluer, ça fait 4 ans que vous avez écrit là-dessus, comment ça a évolué depuis ce temps-là? Ce qui a évolué, moi j'ai écrit sur les soins à domicile après la COVID. Et l'idée, c'était un mélange de mon côté économiste, rationnel, comment ça fait qu'on ne le fait pas? Quand c'est tellement évident que c'est moins cher, puis c'est souhaitable, puis c'est dans le bien-être des gens, et avec ma naïveté de journaliste. Là, comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Je n'étais pas un spécialiste, c'est simplement un curieux de l'extérieur. C'est la commissaire à la santé et au bien-être qui a fait les études les plus solides sur cette question-là, et je n'ai pas changé, puis le problème n'est pas réglé. Et il y a une seule nuance que j'ai eue, j'étais assez hostile, je suis encore à l'utilisation excessive des RPA et des résidences institutionnelles au Québec, parce qu'on utilise beaucoup plus cet outil-là qu'ailleurs au Canada, puis qu'ailleurs dans le monde. Et c'est une forme je pense qu'une partie du développement des RPA repose sur les carences de notre système d'habitation. C'est une solution de logement qui est correcte à bien des égards, mais qui fait qu'on met dans des endroits de type institutionnel des gens qui sont beaucoup trop jeunes
pour quitter leur milieu de vie et avoir la vie normale qui est celle du quartier, qui est celle du village, qui est celle de la ville. Mais sinon, ce que je note, c'est que le virage vers le soin à domicile qu'on devrait avoir n'est pas fait. Il y a pas, on a les soins, les ressources qu'on devrait consacrer à ça, puis, et parce qu'on n'a pas résolu les problèmes. Et les problèmes, c'est comment on articule un système de santé puis un système de services à domicile qui sont pas nécessairement des services de santé, qui ne sont pas nécessairement des services qui peuvent être procurés par des institutions publiques. Donc, il y a des arrimages difficiles. Et ce bout-là, on ne l'a pas encore réglé. C'est-à-dire qu'on en parle, mais c'est comme le reste. C'est-à-dire que si on lance une étude, comme le commissaire à la santé et les services sociaux l'ont fait, entre le débat puis le résultat, je suppose qu'il faut attendre 10 ans. Et donc, la moitié des gens qui sont déjà là ne seront plus là. Et Monique, tout à l'heure, vous l'avez abordé sous l'angle des métiers, en disant notre ratio est à 1,8 versus 1,28 pour l'Ontario, notre voisin immédiat. Alors là, écoutez, ce que j'entendais, là, justement, qu'on va revenir au CLSC, ça va être le pilier. Bien, écoutez, là, ça fait longtemps, là. Rappelez-vous, la commission Castonguay, il y en a-tu, là? Vous êtes toutes jeunes, là? Mais ce gars-là, il avait pensé à ça, lui, dans l'ancien temps, là. Et il avait créé des CLSC un peu partout au Québec pour la première ligne. Parce que le nerf de la guerre en santé, c'est la première ligne. C'est là que ça se passe, c'est là qu'on est capable de prévoir, par exemple, des cancers avant que ça arrive au niveau 4, qu'on le décèle au niveau 1 et 2, d'accord? Donc, la première ligne, elle a été pensée longtemps. On revient, la capitation, on va peut-être en parler, là. On y arrive. D'accord, on y arrive. Mais c'est clair que ça avait été pensé, ça, avant. Il s'appelait Claude Castonguay. Il a mis ça en marche et malheureusement, les médecins ont boudé. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas embarquer dans cette formule-là. Peut-être que la vente n'avait pas été bien faite auprès de ces gens-là. Je vais en convenir, parce que mon mari était impliqué là-dedans, alors je ne peux pas parler trop contre, mais c'est clair qu'il y a eu des choses. Mais pour moi, là, Pierre, c'est clair que quand je vois ça, la première ligne, à moins que le gouvernement décide d'aller dans cette direction-là et de mettre ses œufs dans cette direction-là et de s'éloigner un peu de l'hôpital, ce qu'on a fait beaucoup jusqu'à maintenant, parce que tout partait des CIUS puis de l'hôpital, bien, il faut partir des CLSC, il faut partir de la base. Et encore là, ceux qui travaillent sur les projets là, des CLSC, de grâce, décentraliser, OK? De sorte qu'il y a un directeur, pour revenir à Emilio, ce que tu disais, il faut qu'il y ait une personne qui soit en charge. Là. Moi, quand j'étais en charge du CLSC, bien, je m'en occupais, puis j'embauchais le monde, c'est moi qui trouvais le monde, etc. Il faut qu'on décentralise, qu'on ramène la bête proche des citoyens et que, finalement, quand on veut avoir une rencontre avec ou une infirmière praticienne, oui, ou un médecin, qu'on ait un accès, c'est là qu'on va améliorer la qualité de vie des citoyens. Moi, je suis totalement d'accord. Les CLSC ont déjà l'ancrage territorial. Ils sont physiquement déployés partout à travers la province. Alain, ce à quoi tu as fait référence, il y a beaucoup de culture là-dedans. Hein? Il y a des éléments culturels. Et si on veut amener ces genres de choses-là, il va falloir aussi avoir des communications limpides, autant à l'intérieur du système, mais aussi avec la population. Parce que le mot « urgence » dans un hôpital, il faudrait quasiment imaginer, ça n'arrivera pas, là, mais il faudrait quasiment imaginer que les médecins à l'urgence attendent l'ambulance et non pas le patient attend 5h30. C'est l'urgence. Mais ça, c'est impensable dans le système qui est là actuellement. Par contre, si on avait des systèmes de proximité et que culturellement, les gens s'habituent à cette approche-là, on désengorgerait le système. Si on pouvait libérer les chambres aux étages, on le désengorgerait encore plus. Ça prendrait plus de pouvoir de revue sur le comportement et les attentes de chacun des membres. Puis lorsque on a parlé de financement tout à l'heure, puis il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit, c'est qu'on demande au directeur général des différents établissements de prendre des décisions qui sont
Moi, j'appelle ça cruel parce que si ma mission, c'est des soins de santé et que j'ai à décider de changer une fenêtre parce que ça coule ou acheter une résonance magnétique, je vais rester sur ma mission. Je me souviens que quand on a fait les financements, Monique, avec des modes alternatifs, on a vite réalisé que sur 40 ans, le tiers du coût de l'infrastructure, c'est la construction. Un autre tiers, c'est la durée de vie. Puis le dernier tiers, c'est les intérêts. Fait que ça coûte à peu près un tiers, les trois éléments. Quand on focus sur la construction, ce qu'on ne pense pas, c'est que plus tard, un DG va avoir à faire des décisions pour lesquelles il n'est pas expert, c'est correct, mais il peut peut-être aller en chercher des experts, mais qui sont très déchirantes et qui ne devraient même pas avoir à faire. Ça aussi, il faut les mettre des bonnes buckets. Ils ne sont pas aux bonnes places actuellement. Fait que redéfinir les rôles et les responsabilités en même temps. Et on s'entend que le coût de construction, on ne peut pas passer à côté. Les frais d'intérêt, on ne peut pas passer à côté. Donc, l'entretien, c'est notre zone de marge, c'est notre marge de manœuvre quand les budgets ne balancent pas. Sauf que quand tu ajoutes la durée de vie, ils ne mettront pas les mêmes fenêtres. Ils vont changer le genre de construction de toit parce qu'ils ne voudront pas les changer 3 fois en 30 ans. Ils vont les changer 2 fois. Donc, ils mettent plus de qualité au début pour ne pas avoir à prendre la responsabilité plus tard. Ça change tout. Et d'ailleurs, Pierre, moi, c'est amusant parce que avant de construire les 2 hôpitaux, j'étais allé à Londres, en Angleterre, parce qu'ils refaisaient tous les hôpitaux là-bas. Et j'arrive dans une compagnie française, Bouygues, très connue, Bouygues, n'est-ce pas? Oui. Et je vois quelque chose, des planchers chez nous, des planchers de Poitras, c'est épais comme ça. Je vois des planchers comme ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Et ça va être nos planchers. Puis, c'est quoi vos planchers comme ça? Bien, c'est parce qu'il faut on les entretienne pendant 40 ans, madame. D'accord? Alors, la qualité des produits que l'on met, si vous allez au CHUM, là, bien, la qualité des produits, même au centre de recherche, c'est incroyable. Mais il faut que ça dure 40 ans. C'est ça, là. Alors, dans ce temps-là, vous ne pensez pas au court terme. Vous ne pensez pas à l'asphalte, là, un quart de pouce, là, puis l'an prochain, il faut recommencer. D'accord? Moi, j'ai toujours les routes là, en tête. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup... Un exemple palpable, là. C'est ça, on le voit, on les sent. Donc, Monique, on y arrive à la capitation. Merci. Je vous sens... quand on sait que le budget de l'exploitation, la main-d'œuvre représente encore et toujours la portion principale. M. Dubuc, on a, en 2019, vous avez publié qu'on était dans des zones de rémunération de 83-90 %. Par contre, nos généralistes dépassaient. Il y avait tout cet élément-là. On a le projet de loi 106. Première question que j'aurais pour vous, c'est comment que ça va évoluer, faire évoluer justement ce poste de dépense-là, puis comment on peut travailler. Monique, là, je suis tellement impatiente. Écoute, c'est clair là qu'il s'est fait un excellent travail pour aller expliquer la capitation aux médecins de médecine générale notamment, parce que moi, je n'ai pas rencontré une personne qui était contre. J'en ai pas rencontré. Alors, la capitation, l'avantage, c'est la prise en charge. C'est que, dans le fond, vous allez penser à la prévention dont tu parlais, Alain, justement. Moi, dans mon temps, les gens fumaient. Bien, au CLSC, on avait pris justement la formation d'amener les gens à arrêter de fumer. Pourquoi? Parce que c'était bon pour la santé. On voit du monde fumer maintenant, là, puis on trouve qu'ils sont drôles. Hein? On trouve ça étrange. Tu fumes? Ah oui? Alors, c'est donc dire qu'au niveau de la capitation, c'est la prise en charge. Moi, ça a été bien fait. Les gens l'acceptent. Ils embarquent là-dedans. Il va falloir leur donner des infirmières praticiennes. Hein? Il va falloir, là, j'entendais là, que quelqu'un voulait former des infirmières praticiennes. Bravo, parce que ces gens-là, ces femmes-là, généralement des femmes, elles jouent un rôle remarquable, notamment en Ontario. Il y a des cliniques en Ontario qui sont publiques également, pas privées, et ce sont seulement des infirmières praticiennes qui sont ça, et les gens y vont. Ils trouvent qu'ils ont de bons services, et elles sont, généralement ce sont des femmes, elles sont bien connectées avec des gens quand elles ont besoin. Alors, je pense que l'idée de la capitation, écoutez, moi, là, les gens parlent de capitation, j'ai écrit un livre
OK? En français, ça s'appelait Qui est maître à bord? En anglais, Who is the master? OK? Et l'idée, c'était justement la capitation, la prise en charge, la responsabilité de la santé des individus, pas simplement quand il est malade, mais qu'on voit justement les personnes âgées à domicile, qu'est-ce qu'on peut offrir davantage pour qu'ils restent à domicile plus longtemps. Alain, tu disais, c'est pas fait, mais il y a quand même beaucoup de démarches de services à domicile quand même, mais ça pourrait être mieux fait, c'est certain. Alain, Capitation. sur votre Tout à chaise. l'heure, avant la rencontre, on parlait de capitation. Je n'ai pas retrouvé la première fois que j'en ai parlé, mais sur mon téléphone, j'ai trouvé un article que j'avais écrit en 2012 sur la capitation. Pour dire que, puis comme je disais, c'est pas parce que j'étais un visionnaire, j'avais lu et entendu ça. Ça existait, c'était déjà dans le paysage. Mais le problème derrière, c'est qu'on le voit en ce moment, la négociation avec les médecins, qui reflète bien des choses. Quand le premier ministre dit « ça va brasser », et qui est, semble-t-il, ravi du fait que ça puisse brasser, parce qu'on voit que toute cette réflexion extrêmement difficile, c'est quand même compliqué, la capitation et tout ça, et que se fait sur le mode confrontationnel des négociations. Et donc, avec un gouvernement qui en remet, avec des omnipraticiens qui sont très bons là-dedans, c'est-à-dire de braquer quand ça change, c'est que, et dans une espèce de brouillard total en ce qui a trait à ce qui est essentiel, c'est-à-dire les faits. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que font les médecins. On ne le sait pas, il y a des morceaux entiers. On est capable de voir les actes. Et bien, on l'a vu avec l'espèce d'étude qui est sortie sur leurs activités selon l'heure et le jour de la semaine, mais qu'on sait que Pierre-Carl Michaud du HEC l'a fait, il y a 25 du temps on ne sait pas vraiment. Puis on sait qu'ils sont ailleurs, sont à l'hôpital, sont un peu partout. Donc, on n'a aucun outil de mesure qui nous donne un portrait fidèle de l'activité, des types de choses que font les médecins. Et donc, savoir qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils en font trop, pas assez, on ne le sait pas. Et ça, et c'est le gros argument des omnis qui disent on ne peut pas nous comparer parce que c'est différent au Québec, c'est un trou noir. Et que tant qu'on n'aura pas ce genre d'informations-là, on n'est pas capable d'avoir une discussion intelligente en disant, oui, voici ce que vous faites, mais ça, c'est pas bien, ça devrait être autre chose. Et ça devrait être là plutôt que là. Et ça, c'est une des volontés que le gouvernement avait, c'est-à-dire d'avoir plus d'informations sur les activités des médecins, ce à quoi les médecins se sont opposés, ce qui était vraiment une erreur de leur part, en sens que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on ait ce portrait-là, puis là, on peut négocier. Mais sinon, ce qu'on fait, c'est que là, en ce moment, c'est une surenchère dont le but premier est d'aller chercher la sympathie de l'opinion publique, comme on a souvent dans les négociations du secteur public. Et ça, il y a un problème là. Et ça va sans doute se poser en la capitation parce que c'est difficile. C'est comment on mesure, comment on donne d'argent pour chaque type de patient, comment on récompense l'augmentation des clientèles. Et c'est des trucs qui sont difficiles à définir si on n'est pas sur un mode serein. Cette sérénité-là n'existe pas en ce moment. Ça, je vous amènerai en complément. Peut-être, Émilio, quand vous avez, à l'époque, vous faisiez des infrastructures avec le privé, il y avait des indicateurs de performance qui devaient être définis pour ramener notre infrastructure 40 ans dans le bon état. Est-ce qu'on a les bons indicateurs ou est-ce qu'on mesure bien notre performance pour favoriser justement ce virage-là qui doit être favorisé? Je sais qu'on va passer. Je vais revenir vers vous, Alain, tout de suite après, là, parce que. Premièrement, dans le privé, le concept de capitation existe depuis toujours. Déterminer les attentes, mesurer les résultats et gérer soit par incitatif ou conséquence, c'est juste la gestion régulière. Maintenant, on ne parle pas de l'ensemble du portefeuille de revenus des médecins, on parle d'une partie. Et des professionnels, leur comportement, ils sont capables de les modifier quand même assez facilement pour tomber dans les incitatifs et pas tomber dans les conséquences. Fait que moi, j'ai très confiance qu'ils vont être capables de comprendre ça très, très vite. J'ai pas si on parle du privé, par exemple, dans le cas des hôpitaux, c'est dans le contrat. C'est un contrat légal qui stipule les pénalités. Si une pièce n'est pas disponible comme une sorte d'urgence, combien de temps qu'ils ont pour remplacer l'ampoule ou remplacer l'équipement, c'est tout défini.
Puis ils vivent avec ça, autant la conséquence que l'incitatif. Généralement, ils sont en mode prévention, donc ils sont constamment en train de reviser. Il y a 8000 portes dans le CHUM. Les gens ne réalisent pas. Là, ça prendrait 25 ans à ouvrir juste les portes, une porte par jour. Mais c'est une réalité, le chiffre que je viens de dire. Mais eux autres, ils savent, c'est programmé dans leur système. Ils font ça. Je trouve que le dossier, c'est un dossier qui vaut la peine d'être continué. Je pense que les partis, autant du côté gouvernemental que du côté des médecins, ont intérêt à avoir la discussion puis rentrer dans les détails et non pas passer tout de suite à la séduction des patients, etc. Je pense que ce n'est pas la bonne voie. Et c'est définitivement une façon d'incorporer une gouvernance qui serait plus saine parce qu'il faut mesure, c'est ça. Ensuite, les critères de performance qu'on va vouloir mettre, ça se négocie là. Et est-ce qu'ils sont capables de pouvoir les satisfaire? Ça, c'est sûr que oui. C'est des modifications de comportement. C'est ça que c'est. Est-ce que dans notre actuel projet de loi, on va assez loin au niveau de la mesure et de la gestion de la performance? Je ne sais pas si... Moi, je voudrais juste ajouter à ce qu'Alain racontait, mais nos médecins également de médecine générale au Québec passent beaucoup de temps à l'hôpital. OK? Ouais. En Ontario, je pense que c'est 13 %, puis nous autres, c'est 35 % de leur temps. Alors d'ailleurs, je rencontrais un jeune médecin récemment, puis il me dit « Ah, je commence de l'hôpital là, prochainement. » Okay? Il était presque content, là, il allait faire quelque chose de nouveau, mais il en demeure pas moins que les médecins ne sont pas dans des cliniques, CLSC, cliniques médicales, etc. Les médecins sont à l'hôpital beaucoup. Et l'avantage de l'hôpital, imaginez-vous que quelqu'un se présente, bien, le test, la résonance magnétique ou le scan ou les tests sont faits le lendemain. Moi, si je travaille dans un bureau de médecin, dans mon CLSC, je peux attendre 10 jours avant d'avoir accès à ça. Alors, il y a des choses à penser, là, il y a des choses à revoir de façon, je dirais, structurelle, là, de dire, bien, c'est pas possible là, que ça prenne autant de temps. Ou, hier, je rencontrais quelqu'un qui me disait, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a des études apparemment, d'ailleurs, je les ai lues, qu'entre 20 et 40 % des tests que nous demandons qui ne sont pas nécessaires. Okay? La perte de productivité, ça? Des scans pour des choses qui coûtent très cher, etc. Et là, il y a plein d'études qui démontrent qu'on a beaucoup à faire à des demandes de tests. Évidemment, on veut avoir des données, on veut avoir le portrait là, de notre patient le plus possible, mais ça aussi, ça coûte cher, là. Ça coûte très cher. Alors ça aussi, il va falloir se pencher sur ça. Il y a deux choses. Il y en a une, ce que Monique vient de dire, c'est les AMP. C'est que si un médecin, surtout jeune, fait des soins à domicile une journée, fait du palliatif une deuxième journée, puis ensuite, il lui reste 2 jours et demi de clinique dans un GMF. On lui dit, tu ne prends pas assez de patients, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et on n'a pas les données pour le faire. Et l'autre, c'est dans le projet, on dit, voici 25 % de la rémunération va être liée à la performance et tout ça. Je suis d'accord avec le principe, sauf que la performance n'est pas définie. Et dans le projet, il y a ces mesures-là n'ont pas été proposées. Et donc, on peut comprendre que les médecins se braquent en disant, connaissant le gouvernement, quels vont être les outils qui vont nous sortir de leur chapeau à un moment donné. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas avoir une discussion raisonnable sur la performance si on n'a pas défini c'était quoi la performance. Et on est là-dedans, c'est que ça fait un peu maison de fou en ce moment, je trouve. Il y a de la politique, mais cette réflexion, et comment on le fait sans tomber non plus dans le danger. Puis il est réel, les médecins peuvent l'évoquer, mais je pense qu'on doit tous que la médecine mécanique, même s'il y a un peu de capitation qui corrige, si la performance se mesure en nombre d'actes ou en nombre de ceci, en nombre de cela, on peut aussi créer des effets secondaires qui sont tout à fait malsains. Mais comme on n'a pas même la description des intentions du gouvernement, on ne peut rien dire en ce moment, on ne sait pas. Et ça, c'est un problème. Et ça n'adresse pas les autres professions également. En plus, parce que tout l'alignement, c'est le fond de mesurer la performance de nos médecins, mais comment je mesure la performance du pharmacien ou de l'infirmière, et ainsi de suite, pour que tout le monde soit globalement,
que notre système de santé et que nos gens soient en meilleure santé. C'est ça l'objectif ultime. C'est pas juste que ça coûte moins cher, c'est que nos gens soient en meilleure santé. Absolument. D'ailleurs, sur les modèles de financement, puis les rôles des autres professionnels à l'intérieur de cet élément-là, il y a plusieurs modèles ailleurs. Est-ce qu'on aura le courage d'y aller, de l'adresser, ce point-là? Au niveau, est-ce que vous parlez, Pierre, essentiellement des... Moi, je pense que tout ça, ça existe là. Et moi, je pense qu'il y a pas assez d'infirmières dans les CLSC, il n'y a pas assez d'infirmières auprès des médecins. D'ailleurs, j'ai entendu un témoignage d'un médecin, un médecin de médecine générale qui a dit, moi, donnez-moi une infirmière, puis je vais avoir 2 fois plus de monde. C'est ça qu'il a dit, il a fait une déclaration. Alors, je pense qu'il faut qu'on repense le rôle de tous les intervenants. Les pharmaciens en Europe, vous rentrez dans une pharmacie à Paris, là, puis vous parlez au pharmacien, il va vous donner tout de suite un médicament comme ça, là. OK? Alors, comment se fait-il que nous, je pense on aime les règles, on aime que ça soit symétrique, que tout le monde embarque dans quelque chose, alors que dans le fond, il va falloir qu'on soit ouvert à de nouvelles façons de faire qui reflètent le milieu dans lequel on vit. À Montréal versus une communauté plus petite, c'est différent. Et il va falloir qu'il y ait des ajustements de l'ouverture pour ouvrir et permettre d'autres intervenants en santé à part des médecins. Mais encore là, les médecins, arrêtons. Là, moi, le renforcement négatif là, psychologique, là, Monique elle a un doctorat en psychologie, c'est pas bon. OK? Ça ne marche pas. Punir le monde, là, ça ne fonctionne pas. Alors là, parce que moi, mon médecin à mon drame est en train de prendre sa retraite, bien, comme il travaille 2 jours par semaine, il va pénaliser tous les gens de l'équipe du CLSC. Mais voyons donc, ça ne tient pas la route. Alors, on va décourager des gens finalement à continuer à travailler 2-3 jours par semaine pour aider parce que tout simplement, ils diminuent la statistique. Et le gouvernement qui n'a pas pu régler le problème, il dit « Réglez-le, vous autres, les docteurs. » Bien non, ça ne marchera pas là. Alors moi, je suis très critique au niveau du dernier 25 %. Trouver d'autres façons de faire. La punition, ça ne marche pas. Même avec nos enfants, ça ne marche pas très bien. C'est une autre époque, là. Donc, on fonctionnait comme ça. En tout cas, avec les enfants. Cela dit, il nous reste environ 5 minutes. Moi, je me reste à faire un tour de table parce qu'on a parlé de capitation, de première ligne, d'infrastructure. On a abordé que la gestion du changement, là, parce qu'elle est excessivement difficile, parce qu'on l'aborde souvent sous l'angle répressif plutôt que de valoriser nos éléments. Et moi, ce que j'en comprends de notre discussion, c'est que le financement en santé ne passe pas nécessairement par le financement, par de transformer nos modes de prestation de services et d'être beaucoup plus alignés et plus proche du patient, plus proche du citoyen en bout de ligne. Cela dit, je vous donne 2 minutes chacun. Si vous auriez 1 ou 2 réelles suggestions à nous faire pour valoriser notre financement en santé, ça serait quoi? Et je vais y aller dans l'ordre. Alain, il était sur la sellette. Ah, briser le moule. Briser le moule. Ça, c'est le 2, mais 3 principes généraux. Les principes, briser le moule, se dire qu'il n'y a jamais une solution. C'est pour ça que votre question nous piège un peu. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas 2. Et 3, c'est de tout mettre sur la table. Et ça, je pense, ne pas avoir peur, quitte à rejeter, mais on saura pourquoi. Et si on travaille comme ça, et là, parce qu'il y a des choses, genre garrocher, c'est difficile, le ticket modérateur, oui ou non? Ça existe partout dans le monde, sauf ici ou à peu près. Oui, peut-être non, mais est-ce qu'on l'a regardé? Est-ce que ça a des effets? Est-ce que ça responsabilise? Le panier de soins. Jusqu'où va-t-on dans la couverture universelle et gratuite? Est-ce qu'il y a des interventions qui sont souhaitables, pas souhaitables? Est-ce que c'est la famille qui décide du nombre de jours que quelqu'un va passer en soins intensifs? Des difficiles, là, ça c'en est. Des personnes démentes en soins intensifs, ça existe. Il y en a des questions comme celle-là qui sont extrêmement difficiles et qu'on n'ose pas aborder, mais il va falloir le faire. Et je pense que c'est plus ça, c'est de partir en disant, on regarde tout. Et on le fait si on est capable de le faire sereinement. Et le problème, c'est que je pense que ces choses-là, on va être obligé de les aborder un jour. Et plus on attend,
plus on va le faire sur un mode de confrontation et de crise. C'est un peu comme la gestion de l'offre en agriculture. On ne pourra pas la défendre toujours. Puis on aurait dû se préparer il y a 15 ans au changement. Puis je pense qu'en santé, c'est ça, de se mettre dans la tête que peut-être oui, peut-être non, mais d'être prêt à ces discussions-là pour arriver à atterrir correctement. C'est plus, moi, l'état d'esprit qui m'importe que les décisions individuelles qu'on pourrait prendre. Excellent. Monique? Bien, moi, je dirais que d'abord, je suis contente de voir qu'on aborde la première ligne, finalement, là, comme étant le nerf de la guerre. Ça, je dois dire que c'est très, très bon ce que le ministre fait actuellement, notamment en revenant au CLSC, notamment avec la capitation. Je pense que la prise en charge, ça, c'est vraiment remarquable. Et je félicite les gens qui ont travaillé dans cette direction-là. Si j'avais, dans le fond, un souhait à faire, je dirais, attention de ne pas faire quelque chose d'uniforme partout. Ce qui reflète une communauté n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Et par conséquent, les solutions innovantes, très souvent, viennent de la base. Vous mettez les gens autour d'une table, vous dites « trouvez-moi une solution », bien, les gens vont trouver une solution. Je vous ai raconté plus tôt, quand j'étais présidente dans mon ancienne vie de la CSST, j'arrive chez Bombardier, à la Pocatière, et que font les employés? Ils me montrent une chaise qu'ils ont fait en 2x4, qui a été copiée après par l'administration, parce que la solution pour ne pas avoir de maux de dos, dans cet environnement-là, venait des travailleurs eux-mêmes. C'était là qu'a été la solution. Alors moi, je dis, laissez les portes ouvertes, écoutez l'environnement, adaptez-vous à l'environnement et, dans le fond, il faut décentraliser les décisions, décentraliser ce que l'on fait pour être sûr, finalement, que ça reflète les besoins de la communauté. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Emilio? Moi, mon opinion, c'est le diable est toujours dans les détails. On est à 40 000 pieds d'altitude, c'est plutôt facile de résoudre des problèmes. Mais c'est un réseau. C'est un réseau qui a plusieurs composantes. Il faut toutes les mettre sur la table, un peu comme tu as dit tout à l'heure. Il faut toutes les regarder. Même quand tu rentres dans un hôpital, c'est quoi? Bon, il y a des services hospitaliers, il y a des services de santé, mais il y a aussi un hôtel là-dedans avec de la nourriture, des chambres, etc. Il y a la sûreté. Un patient qui rentre, on ne veut pas lui donner d'autres choses qu'il n'y avait pas quand il rentrait. Le principe de la santé, c'est un patient arrive avec quelque chose, il devrait sortir de l'hôpital égal ou mieux que quand il est rentré, un ou l'autre, mais jamais pire. Fait que ça, c'est la qualité des services. Et une fois qu'on a mis tout sur la table, prendre en considération que failure is not an option. Ce n'est pas une option de « faut que ça marche ». Et donc, il faut que ça marche dans une enveloppe. Et lorsqu'on rentre dans les détails, malheureusement, il faut qu'on regarde qui va diriger quoi. Donc, je vous ai donné des catégories dans un hôpital, à titre d'exemple. Comment est-ce qu'on va amener les leaders de ces établissements-là à s'asseoir à cette même table-là et leur donner la capacité de pouvoir arrimer l'ensemble du leadership pour rencontrer des budgets. Je ne crois pas du tout au budget historique, du tout. Je pense que c'est des intrants puis des extrants, si on veut. Donc, qu'est-ce qui sort de l'hôpital, qu'est-ce qui rentre dans l'hôpital, puis de repartir l'année d'après en disant on avait ça l'année dernière, ça ne marche pas. Je crois aussi que les transformations au point de vue budgétaire et de financement, il faut qu'elles soient majeures, pas des petites affaires, des petites choses, mais des gros morceaux, des big ticket items. Et si on veut avoir l'ambition de nos moyens, il faut penser à quels sont nos moyens. Ils sont en diminution. Donc, il faut être capable de fournir les services d'une façon très, très différente. On est chanceux à certains points de vue. Par exemple, l'intelligence artificielle devrait, dans un échéancier très court, diminuer les coûts des services. C'est un fait. Il va falloir la mettre à profit. Il va falloir la mettre à profit. Donc, de faire des affaires différemment. Et quand on parle de technologie, on a tendance à penser aux grandes technologies,
mais il y a plein de petites technologies qui peuvent être mises en place Ton temps est fini. partout. Donc, c'est ça. Merci, Monique. Une chance que tu regardais. Moi, je pensais que je serais correct. On est en peine de 40 secondes. Alain Dubuc, Ah, excuse, puis je voudrais dire aussi, il est plus arrêtable. garder les modes de financement alternatifs parce que pendant une période très courte, on en a fait beaucoup et on a tout oublié de ce qu'on a fait dans ce temps-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui étaient. Regardez notre historique, parce qu'il y a des bonnes choses qui se sont faites. Vous avez Oui. fait rapport au rapport Castonguay, vous avez fait mode alternatif, mais ne pas hésiter à tourner toutes les roches, puis à profiter des nouvelles technologies pour regarder. Alain Dubuc, Monique Jérôme Forgette, Émilien Brilliot, merci beaucoup. Merci à toi, Pierre. Invincible, unbreakable, unstoppable, unshakable. They